Nous avons 3 heures devant nous et beaucoup de matériel dans le camion. On est déjà en convoi. Notre histoire commence avec des caissons, une quantité invraisemblable de caissons. D'abord, il faut les sortir du camion, les porter jusqu'au bon endroit et les brancher. Puis, comme par miracle, avant même que les réglages aient été faits, des centaines de personnes accourent. Elles veulent taper du pied, elles te supplient, te hurlent dessus pour que tu les laisses taper du pied. Quand t'es pas du milieu, que t'as jamais tapé du pied, tu comprends pas trop. T'es un bouc patient, t'aides tes potes à décharger un camion et à monter des Tivoli, tu regardes avec curiosité les réglages des tables de mixage. Avant de commencer, on va distinguer la free party, clandestine, et la rave, légale et parfois même sponsorisée. La free est une culture populaire dans le sens où elle est quasi accessible à chacune et chacun, la seule condition étant l'accès à une gova pour se rendre sur le lieu des festivités. La rave, par contre, elle est organisée légalement, en ville ou en zone industrielle, par des entreprises ou des assos qui souvent ont pignon sur rue et en tirent du profit. Et en fait là le risque c'est que ce soit seulement les soirées légales et les soirées type rave dans des hangars tout ça légal qui soient autorisées. Et en fait à partir de ce moment-là, tu dépolitises complètement la culture musicale et la culture techno et t'en fais juste des soirées de consommation où t'as des bars qui vendent des bières à 10 € et où en fait tout est complètement encadré et tout rentre dans le moule quoi. Les rave parties à Bordeaux, l'organisation qui fait ça, c'est une vraie mafia. C'est une vraie mafia et ils tabassent les gens qui sont pas d'accord avec eux là-dessus. Un exemple sur lequel on reviendra, c'est la gestion de l'accueil sécurité en teuf, qui est collective. Elle est à la charge des collectifs qu'on appelle les sound systems, qui organisent bénévolement la bamboche. Cette sécu, elle est politisée. Elle peut par exemple porter un regard particulier à la prévention et à la gestion des violences sexistes et sexuelles, en tout cas dans l'expérience que j'en ai eue. A l'inverse, dans les raves privés, la sécurité est elle aussi privée et collabore potentiellement avec les forces de l'ordre. Mais du coup t'es là, tu tapes du pied, tête dans le caisson pendant 2 jours, tu manges des mauvais sandwichs chourés au Leclerc de Nantes ou une galette saucisse à prix libre à un des stands. Tu bois ta Monster volée au Super U de Merdrignac, un petit rail de quai, et ce soir, c'est... La teuf ou la free party, c'est simple. Tu prends des gros caissons, le plus possible, tu les empiles sur un terrain à peu près n'importe où et tu restes là 12, 24, 48 heures, parfois plus. Il y a des gens qui viennent, ils sont mis au courant par leur réseau, ils et elles lâchent de la monnaie en arrivant pour rembourser l'essence des générateurs, les locations de camions et d'autres bails. Dans tous les cas, les orgas elles font pas de chiffres. S'il y a un peu de maille de côté, ils achètent plus de caissons. En général, il n'y a pas de maille de côté. La moyenne observée de donation à l'entrée, c'est 3 € et il faudrait qu'elle atteigne 5 € pour que la teuf soit à l'équilibre. Et les sounds tolèrent largement ce déficit pour l'amour du boom boom. Sinon ça va, on est évidemment à perte. Comme à chaque fois, même si les gens étaient très généreux, faut le remarquer, on était 1005 sur la teuf en tout, un peu plus de 1005. Bon, après c'est les estimations qu'on a. Chacun fait un peu son estimation, mais l'estimation c'est entre 1003 et 1005. Donc en vrai c'est une grosse réussite, même si bon évidemment on visait 3000, on les a pas eu. mais on est quand même très content des 1005. 1005 bien content, bien déter, à taper de la patte. Pour celles et ceux qui sont jamais allés en teuf, c'est une expérience assez folle. Les gens sont habillés n'importe comment, t'as des costards qui sortent du boulot et la finale olympique des punkages, t'as des lycéens qui prennent des snaps et les agriculteurs du coin qui viennent péter une pinte et 20 shots de vodka chamallow au bar. C'est un univers à part, tous les codes qu'on connaît disparaissent plus ou moins. Il y a une tolérance assez immense sur plein d'attitudes qui seraient antisociales partout ailleurs. Particulièrement vis-à-vis de la consommation de stupes, mais aussi sur le fait de pisser à 5 mètres de là où les gens dansent ou de faire une sieste au milieu d'un lac de boue. Plein de petites actions, parfois drôles, parfois gênantes, faites par des gens au style le plus désastreux possible, qui créent des montagnes de souvenirs et d'anecdotes que le teufeur adore raconter. Il y a aussi une sensation assez folle, c'est indescriptible quand t'es en face des caissons. Même à 50 mètres, t'as tout ton corps qui vibre, tu ressens vraiment la musique dans ton bide. Ce qui est pas étonnant vu que le niveau de décibels est légèrement plus élevé que dans un concert légal et que les sounds se mènent une guéguerre pour savoir qui aura les basses les plus basses. Cette musique répétitive qu'on ressent dans le bide, c'est sans doute ce qui rend la teuf aussi ouverte et aussi précieuse. On y danse sans code, sans règles et sans jugement. On y saute et tape du pied, chacun dans son coin et tous ensemble. Si ces choses peuvent changer avec la commodification de la free, le statu quo c'est quand même un espace a priori ouvert à tous et toutes. Je suis donc allé en teuf et j'ai kiffé.
Je vais pas y retourner tous les week-ends, c'est pas ma musique, mais c'est un truc hors du temps, mémorable. Il suffit de voir les commentaires des vieux teufeurs sous le documentaire We Had a Dream des Hérétiques. C'est le genre de bail qui reste en tête. Ils me font un peu penser aux gros darons qui continuent d'aller dans les COP, les tribunes de supporters au stade. C'est pas des fous comme quand ils avaient 20 ans, mais c'est là qu'il y a l'ambiance. Il y a un truc, comme dit, de communauté très fort. Moi je suis venu en teuf pour principalement venir supporter des amis, aider les amis, donner un coup de main. Mais à part ça, là, ce qui m'attire en teuf, c'est surtout l'ambiance conviviale, la convivialité, l'entraide, tout ça, qui est très présent. Très rarement, on croise des gens qui ne sont pas dans ce même point de vue. Je trouve que c'est un peu un constant dans la teuf. C'est que les gens sont plus ou moins compréhensibles, à l'écoute et ouverts d'esprit. Et je trouve que ça, c'est un truc qui manque en général dans la société, c'est qu'il n'y a plus trop de cette sensation de communauté en général. Et on se retrouve souvent à être un peu dans nos coins, dans nos cercles, un peu éloignés des autres. Et ça rend trop facile de créer des préjugés sur l'autrui et sur l'inconnu. Et je trouve que beaucoup de barrières sont brisées en teuf parce que t'es un peu forcé, t'as pas trop le choix en fait. Tu vois un mec qui vient te parler, naturellement, je veux dire à la rue, t'as peut-être envie de l'ignorer. En teuf, t'as plus envie d'interagir et d'être présent avec la personne. Et en général, c'est un truc qui est très important et qu'il faut pas qu'on perde. Je trouve que dans les grandes villes, à la rue, tout ça, il y a très peu d'esprit d'équipe, en fait, d'esprit de communauté. Comme au stade ou en manif, ce sentiment il te traverse. Être des milliers à gueuler, des milliers à exprimer la même colère ou la même joie, des milliers à donner un avis constructif très poliment sur Jean-Michel Aulas. C'est là l'essence politique de la teuf. On y reviendra, mais le politique, l'essence du fait politique, c'est la force collective, un sentiment partagé, la possibilité de faire quelque chose, peut-être même de changer le monde, parce qu'on est nombreuses et nombreux. Et comme au stade ou en manif, il y a deux ennemis. Le premier est indirect, c'est l'État bourgeois représenté par les préfectures qui interdisent les rassemblements festifs ou le transport de matériel. Alors, tu vois là, par exemple, ce week-end, arrêté préfectoral en Maine-et-Loire. Heureusement, ça ne nous concerne pas. Là, ça interdit les rassemblements festifs et le transport de matériel dans tout le département. Pour l'instant, on s'en tire pas trop mal. Le deuxième ennemi, c'est les exécutants, ceux que tu dois vesquiller pour éviter l'amende, la saisie, la gazeuse, les grenades, les LBD et les tonfas. Je parle des... La police et les teufeurs ont des intérêts convergents immédiats. C'est bizarre dit comme ça, mais si on s'en réfère à l'action que la police est censée avoir en théorie, à savoir protéger les personnes, c'est aussi une volonté des teufeurs. Que ce soit par la réduction des risques ou juste par la désescalade, normalement flics et teufeurs devraient être capables de tomber d'accord. Et c'est à ça que sert la médiation. En gros, le pire qui pourrait nous arriver, là, imaginons, là on prend le pire scénario, ce serait que les gendarmes interviennent directement sur site pour mettre un terme à la teuf. Donc ça, le souci, c'est qu'après, il peut y avoir des altercations, il peut y avoir des gens qui sont blessés, tout ça, et on n'a plus forcément le contrôle de la situation. Dans le meilleur des cas, on arrive à poser les 2 jours. Parce que là, tenir 2 jours, en plus, ça va pas être évident. Et on peut peut-être s'en sortir avec une saisie partielle, ou si on n'a pas de chance, une saisie complète, c'est déjà arrivé. Et on va essayer de voir, comme disait ce qu'on peut faire. Ouais. C'est aussi le rôle de la médiation, c'est de voir est-ce qu'on prend pour argent comptant ce que les flics nous disent d'un côté, ou est-ce qu'on essaye de jouer un petit peu avec eux et on pose plus longtemps, ou est-ce qu'on négocie directement avec eux et on sait qu'on va leur laisser du matériel, ou alors on négocie une heure d'arrêt du son, par exemple le dimanche. Ça peut vraiment être de plein de manières différentes, et ça on le verra un petit peu sur le moment. On va avoir quelqu'un qui va s'occuper de la médiation. Donc voilà. Et évidemment, en tant que médiateur, on se présente jamais en tant que sound. C'est quelqu'un qui est détaché de l'organisation et qui fait juste le lien entre les organisateurs et les flics tout simplement, qui fait remonter les informations, qui se présente en tant que médiateur. Il dit pas qu'il connaît les organisateurs, ou si on lui demande, il donnera aucun nom. C'est vraiment ce lien-là. Ouais, sachant qu'évidemment, qui dit qu'on pose dans l'illégal, dit qu'il y a aussi des gros risques juridiques.
En soi, il peut y avoir des gardes à vue, il peut y avoir des poursuites judiciaires. Là, il y a une grosse teuf qui a été posée pas très loin d'ici, la planète Zéro. Il y a ceux composés qui ont pris de la prison avec sursis. Donc évidemment, faut être conscient de tous ces risques-là, quoi. Après, normalement, comme ça a été dit, si avec le médiateur ça se passe bien, que le site on fait bien attention, qu'il y a des accès pompiers, qu'il y a de la réduction des risques, que globalement on fait attention au public, en général ça rend les flics un peu plus calmes quand on doit négocier, quoi. En général la mentalité c'est un peu on fonce, on a tout préparé comme il faut, puis après on verra bien, on ajustera sur le moment. Sinon ça allait, et même niveau préfecture, niveau flic ça s'est plutôt bien passé, à notre étonnement général. On a réussi à trouver des compromis et ça s'est bien passé au final. Ils ont voulu couper à 12h, on voulait couper à 16. On a été très gentils, on a coupé à 13. Du coup, ça s'est bien passé. Ils ont tenu leurs promesses, on pense, on sait pas. Mais en tout cas, de ce que je sais, le dialogue était bon. On utilise toujours des médiateurs pour pouvoir faire ça parce que c'est trop dangereux pour nous d'aller face aux forces de l'ordre. Et donc c'est toujours via un médiateur qu'on passe pour pouvoir avoir les infos et que lui puisse transmettre les infos. Et c'est aussi des gens qui ont le plus souvent de la bouteille là-dedans. Ils savent comment se comportent les flics, ils savent comment se comportent les préfectures et tout ça. Des trucs que nous, on n'est pas tout le temps au courant et on n'a pas forcément toutes ces capacités-là, du coup c'est bien utile. Mais de ce qu'on sait, les flics étaient assez cool. Ce travail de médiation est un jeu entre un ou une médiatrice indépendant des orgas mais qui les représente et la police. Toutes celles et tous ceux qui ont pu faire du contact police en manifestation le savent, on se parle poliment, on essaye de trouver des arrangements avec les officiers, on questionne gentiment la légalité d'un ordre où on se montre beaucoup plus compréhensif qu'on ne l'est en réalité. Les objectifs sont variés, parfois il s'agit de gagner du temps sur un blocage, parfois il faut les convaincre de ne pas rentrer dans un événement où l'on sait qu'il y a des personnes vulnérables. La médiation, c'est un jeu d'échecs à 5 dimensions avec un rapport de force largement en faveur des flics. Depuis mai 2025 et les 30 ans de Technoplus, un nombre grandissant de sound systems sont passés en piraterie et outrepassent la culture de la médiation en réponse à une explosion répressive. Tant que la répression continuera d'augmenter, le nombre de teufs sans médiation augmentera en réponse et le rapport de confiance entre les flics et les orgas se dégradera. En donnant ces ordres, les préfets augmentent les risques des deux côtés de la barricade. Les médiateurs, comme les organisateurs et organisatrices de teufs, ont donc une maîtrise du droit semblable à celle des militants et militantes politiques. Comme le dit Éric Darras dans « Avec et contre le droit, tout contre », stratégie parapolitique de transgression du droit en milieu populaire pour défendre ses petites libertés. En milieu populaire aussi. Bien connaître le droit peut grandir et légitimer l'autodidacte, même si cet intérêt pour le droit est sans doute tout autant subi que choisi. En cela qu'il répond au harcèlement policier qui accourt dans le monde du tuning, comme dans bien d'autres mondes populaires opprimés. Le rapport à la loi des teufeurs, en particulier des organisateuristes de teuf, est similaire, surtout par un flirt permanent avec l'illégalité, mais également parce que la teuf, dans sa forme free party, pas dans sa forme rave, est une culture populaire. Une culture de classe au même titre que le tuning. Chez les teufeurs comme chez les sculpteurs de voitures, on peut voir le même réflexe, celui de maîtriser en surface le droit. Des astuces comme celle de rouler à 83 km/h sur une route à 80, un jeu du chat et de la souris entre le militant, même s'il ne se perçoit pas comme tel, et les représentants de l'État. Le droit n'est pas un outil de lutte comme les autres. Il est le plus souvent utilisé contre notre classe, que nous soyons militants ou non. Sa maîtrise en surface par des individus ou plus complètement par des juristes et avocats qui forment des legal teams ne doit pas devenir notre arme principale. Les lois sont faites par la bourgeoisie pour la bourgeoisie. Pour autant, son adjonction à nos autres formes de lutte quelles qu'elles soient est un bénéfice. De la même manière qu'on peut éviter de se faire fouiller son coffre si aucune réquisition n'est présentée par le gendarme, une legal team efficace peut faire baisser la peine prise par une camarade après une action. Toujours Éric Darras. Pour beaucoup, depuis l'école des Annales puis Foucault, ces illégalismes populaires pourraient préparer l'événement libérateur, celui de la Révolution. Il est vrai que transgresser le droit discrètement, et de surcroît au quotidien, l'esquiver subtilement et esquiver les forces de l'ordre pour oublier un temps la domination, pour défendre ses petites libertés, relève du devoir du tuner. C'est une sorte de gymnastique quotidienne ou, pour reprendre James C. Scott, une sorte de jujitsu symbolique, par lequel le plus faible apprend à utiliser la force du plus fort à son profit. Il s'incorpore ainsi au quotidien
ou presque un rapport possiblement transgressif au droit, aux forces de l'ordre et plus largement aux acteurs et institutions dominantes, qui s'est finalement libéré et épanoui pour bon nombre de tuneurs dans et par l'événement politique de la révolte des Gilets jaunes. Le flirt avec l'illégalité est un réflexe de classe qu'on peut parfois qualifier de pré-révolutionnaire. Lorsque nous évoluons en zone grise, dans une illégalité partielle ou totale, mais sur des faits sur lesquels nous pouvons être soutenus, l'activisme, le sabotage sans engin explosif, la dégradation d'espaces privés qui soutiennent un génocide, ou la destruction de nos terres et de notre eau, nous agissons en révolutionnaire, même lorsque nous ne sommes pas des militantes révolutionnaires, parce que nous tirons la laisse que l'État bourgeois nous a mis autour du cou à son maximum. Nous rencontrons les limites de son contrôle. Évidemment, ces actions sont insuffisantes sans mouvement de masse. Mais si personne ne sait combattre, le mouvement de masse ne sert à rien non plus. Il faut les deux et il a toujours fallu les deux. Maintenant, si cette zone est grise, c'est qu'elle peut rapidement devenir une zone de danger, dans laquelle le flic met le militant, le teufeur ou le sculpteur de véhicules. C'est qu'il y a des intérêts divergents entre le Condé et notre classe, mais qui viennent moins du flic en tant qu'individu, mais plutôt des donneurs d'ordre, c'est-à-dire de l'État bourgeois. Le teufeur veut taper du pied, le flic a pour ordre du préfet ou du ministre de l'empêcher de taper du pied. Ces intérêts divergents peuvent mener au meurtre par la police de teufeurs, comme c'est arrivé à Steve. Mais là, il y en a une à Lyon, il n'y a pas longtemps, là, je crois que c'était une semaine ou deux, là, ça a pas mal fait le tour des réseaux, qui s'est fait vraiment défoncer par les flics. Et ils ont quand même réussi, après 2 heures d'affrontement, à repousser les flics. Il y a un autre sound system qui est revenu en cachette, et ils ont fait la soirée quand même. Mais voilà, et ça montre que des fois, là c'était une teuf en plus qui était assez proche des villes, tout ça, qui devait leur faire un peu flipper. Là ils ont essayé de l'arrêter, mais ils ont même pas réussi quoi. Après quand ils forcent vraiment, en général, quand t'as suffisamment de flics, si tu veux arrêter une teuf, tu peux arrêter une teuf parce que tu fous des désencerclants dès la primo, au bout d'un moment ça pète quoi. Mais là quand même le commissaire il a dit zone industrielle, c'est trop dangereux, on va faire des blessés, tout ça, donc au bout d'un moment quand il a vu qu'il y avait trop de résistance, il s'est barré. Et après t'as des teufs comme Redon, où là ils en ont absolument rien à foutre de faire des blessés, ils vont juste canarder jusqu'à ce que ça pète quoi. Et à Redon du coup il y a quelques années, il y a un jeune qui a perdu la main à cause de ça quoi. Donc ça dépend aussi de jusqu'où est prêt à aller le commissaire ou le préfet pour faire s'arrêter la teuf quoi. S'il prend en compte qu'il y a des blessés et qu'il veut pas aller plus loin, en général la teuf va continuer, ou alors il va jusqu'au bout et on l'a vu à la fête de la musique par exemple, il y a Steve qui est mort dans la Loire, donc ça peut avoir des conséquences assez dramatiques quoi. Donc suivant les flics et leur sens moral, on va dire, ils pèsent un peu plus ou moins le pour et le contre quoi. Mais je vais insister, ce qui crée cette divergence, ce qui crée cette violence meurtrière, c'est bien l'État bourgeois derrière l'épaule du flic. Si le Condé fait le choix conscient de continuer d'obéir à des ordres de merde, ce sont bien les ordres qui sont merdiques dans un premier temps. C'est l'État bourgeois derrière lui qui refuse un espace où les règles ne sont pas les mêmes, qui refuse un espace qui se régule sans lui, où sa capacité à exercer de la violence n'est pas aussi forte. C'est aussi le but un peu de la teuf, c'est qu'il y a un côté un peu provocateur. Soit dans certaines teufs, t'as des slogans qui sont très clairement de dire là on va vous faire chier. Il y en a une il y a un mois, un peu plus d'un mois par exemple, la Break the Chain à Bordeaux. C'était en gros à Bordeaux, il y a plein de lieux associatifs qui sont en train de fermer, comme partout en France, le budget culture est en train de descendre. Et du coup il y a eu la volonté de faire une teuf, c'était vraiment mais là en plein milieu de Bordeaux, dans un hangar désaffecté, en faisant une lettre ouverte qu'emmerde le préfet, en disant on veut pouvoir continuer à exercer notre art, notre mouvement, tout ça, et on veut que vous arrêtiez de taper sur la culture. Donc là ils ont fait la teuf en plein dans le hangar. Il y a eu tellement de monde et tellement de déter qu'ils se sont même pas fait saisir. Alors que là, c'est un préfet qui a dû se dire bon, on n'a pas trop envie de faire monter la sauce, on veut que ça se calme. Mais ça aurait été dans une autre ville, une teuf comme ça, elle aurait pu se faire massacrer quoi. Parce qu'ils sont en pleine ville, que ça gêne tout le monde et tout ça quoi. Mais encore une fois, ça dépend. Mais il y a quand même pas mal de teufs sur certains collectifs, sur des gros collectifs qui ont les moyens et l'organisation, qui essayent vraiment de faire des actions, des vraies actions coup de poing revendicatifs quoi. Derrière la matraque du flic, il y a la peur de l'impuissance des préfectures, la peur de perdre le contrôle de l'État. La violence policière n'est que la face émergée de l'iceberg des violences de l'État bourgeois. Celle qui s'exprime parfois contre les teufeurs est similaire à celle qui tombe sur les manifestants, sur les ultras ou dans les quartiers populaires. Elle est similaire parce qu'elle semble arbitraire, mais montre surtout une peur de perdre le contrôle. Une peur que notre classe puisse exprimer sa liberté. La teuf est capable de faire venir 20 000 personnes dans un champ et de tenir une semaine de siège. C'est avant tout parce qu'elle est capable de rassembler et de tenir ce siège en dehors du contrôle de l'État bourgeois que la teuf fait peur.
Le harcèlement policier dans les quartiers populaires, quotidien, motivé par l'état racial intégral, est bien plus meurtrier et ne peut pas être immédiatement comparé dans sa violence au contrôle subi par les teufeurs. Parce que l'état bourgeois a bien plus peur de l'organisation de classe des quartiers que des teufeurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas peur de la teuf comme un déjà-là révolutionnaire, et comme des teufeurs comme autant de personnes avec comme habitude quasi quotidienne la désobéissance, habitude prise dès l'apparition des free parties en France. Ça veut dire par contre qu'une convergence existe entre tous les groupes sociaux qui sont victimes de l'arbitraire de l'État bourgeois. Ne nous y trompons pas, les flics ne méritent pas d'être considérés comme des ennemis. Ils ne sont que des obstacles que nous devons contourner ou franchir. Mais pour justifier leur intervention, les flics parlent de troubles à l'ordre public, mais aussi et surtout d'un fléau terrifiant pour les petites vieilles devant TF1, la... Pas de ticket, j'en ai fait des tours, mais le contrôleur s'appelle Snoop Dogg. En direct pour défonçant, retard de 2 heures. Les gars foncent là au wagon bar, même les sandwichs sur les yeux rouges. En direct pour défonçant, retard de 3 heures. Avant toute chose, je considère que la drogue n'a pas sa place dans nos luttes. Si on veut gagner, nous avons besoin de gens sobres, au moins pendant leurs activités militantes. Même si je considère la sobriété générale comme préférable, tout le monde n'en est pas capable et c'est un sujet complexe dans lequel on ne va pas s'embarquer aujourd'hui. On va même être assez rapide sur la drogue parce que c'est un débat qui est assez simple. La répression ne fonctionne pas et nourrit le discours de ceux qui l'imposent. Il faut donc changer de politique. Mais pour quelle politique ? Si on va au bout du raisonnement, si on veut arriver à un point où la prévention et la réduction des risques pour les usagers et usagères est à son point optimal, on arrive à la conclusion que non seulement il faut tout légaliser, mais il faut créer à terme des centres de production et de distribution de drogues gérés socialement, y compris de drogues dites dures. Ces centres permettraient un contrôle de la qualité et de la quantité des substances produites, coupant l'herbe sous le pied des mafias, mais nous serions aussi en capacité de décider démocratiquement ce qui est produit et à quelle fin. La stratégie de l'État bourgeois, c'est la répression pour les consommateurs et les vendeurs à la sauvette avec des opérations place nette, ridicules, qui ne freinent absolument pas la montée en puissance de mafias potentielles. Donc, pour couper le financement de ces mafias potentielles et pour sécuriser les consommateurs et toxicomanes, il faut des pôles publics, y compris mis en sécurité sociale. Ces pôles ne doivent pas avoir pour vocation de faire la promotion des stupéfiants, mais bien d'accompagner les gens vers la sobriété s'ils le souhaitent, ou dans tous les cas, de ne pas mourir à cause de leur addiction ou des conséquences de celle-ci. La réduction des risques en milieu festif est un premier pas vers cette solution. La RDR est un terme parapluie qui va de la prévention des violences sexistes et sexuelles au contrôle qualité des substances qui peuvent circuler. Le contrôle qualité, ça peut sembler drôle si on n'y a jamais réfléchi. Mais sans ça, les gens qui choisissent de broder seraient en danger. Si tu ne sais pas ce que tu te fous dans le nez, tu risques gros. Pareil pour les roulettes à paille. L'utilisation et la réutilisation de paille pas neuve ont eu un impact notamment sur l'épidémie de VIH. Donner des cartons pour faire sa propre paille, ce n'est pas encourager à la consommation. Les gens vont consommer dans tous les cas. C'est faire en sorte qu'ils et elles ne subissent pas leur consommation. Je ne suis pas un expert et la réduction des risques est un vaste sujet qui pourrait être largement développé rien que pour son utilité publique. Revenons plutôt à nos moutons rouges, à notre obsession depuis bientôt 2 siècles. Les teufeurs, ils en abattent du boulot. D'ailleurs, si le boulot était un arbre, ce serait de vrais bûcherons. Il est temps, camarades, de retourner au Les bars assistant me donnent la barre. J'appuie 2 fois sur la flèche, carrément j'ai besoin de la barre. Chaque jour c'est la bagarre pour la maison dans la Creuse, la maison dans le Var, les outils de force accrue. Pour cette merde je m'alimente plus, le channel tourne comme une centrale. Le compteur gère sa folle, comme si je pratiquais la cabale. Communiste pour les miens, capitaliste pour le blé. Bah ouais sale chien, la baraque faut bien meubler. La première chose que j'ai remarqué quand on montait le mur de son, c'est que c'est du travail, une quantité astronomique de travail. Il faut s'occuper des génératrices à essence d'un côté, porter des caissons de l'autre, pendant que certains s'occupent des branchements, de la mise en place des stands, des tables de mixage, de l'éclairage, de la décoration. C'est énorme et en quelques heures, le tout avec un public qui arrive seulement quelques minutes après nous et qui attend, pas forcément patiemment. À noter que l'organe n'arrive pas forcément en même temps que les fêtards. C'est juste une des stratégies déployées par les sounds pour ne pas se faire saisir leur matériel. Ça fait plaisir de voir qu'on peut poser ça. Après, la force fait le nombre, hein. C'est toujours ça. On a réussi à bien coordonner l'arrivée des teufeurs, le montage. Malheureusement, le son a commencé beaucoup trop tard. On s'en excuse encore. Voilà, le son a commencé à 6h. On sait très bien que pour une install comme ça, 6h c'est trop tard, c'est trop long. Après, pour moi, ça justifiait pas tous les cris et toutes les insultes qu'on s'est pris avant que ça commence. Parce qu'on en a eu des teufeurs aigris qui nous gueulaient dessus parce que ça commençait pas et tout ça. Moi j'ai envie de dire, bah ouais, en vrai t'as le seul que ça commence pas, mais bon, on est en train de bosser, tu vois qu'on court. Tu essaies de faire gaffe à ce que tu dis et de pas trop nous faire chier. Du coup,
ouais, le son a commencé tard et on a eu malheureusement des coupures. Il y a eu la gênée qui a pété. Il y a eu des problèmes dans la régie, plusieurs moments, enfin 2 gros moments où il n'y a pas eu de son. Ça nous fait bien chier. Alors la gênée, on a eu un peu peur quand même que ça redémarre plus. Et vu que c'était une seule gênée qu'on avait, bah vas-y. Après les gars de la gênée ont été bons là-dessus. Ils ont réussi à gérer. Et en fait c'est ça qui est bien, je trouve, que dans ce genre d'install, c'est que bah, chacun a son truc. Et puis on fait participer, enfin moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on fait participer beaucoup de gens. Genre on fait participer beaucoup de collectifs. Sur la teuf on était 7 collectifs. Il y avait un collectif de showlight en plus, un collectif de mapping, un collectif de déco qui a fait la déco, et un collectif, alors, ils font pas que ça normalement mais là ils ont ça, un collectif qui est venu juste pour la gênée, donc c'est à eux qu'on a loué la gênée, mais c'est aussi eux qui s'occupaient de toute la maintenance de la gênée et tout ça. Et sur des teufs comme ça, je trouve de 1 c'est très pratique parce que du coup t'as moins de trucs à faire forcément, et puis ouais, ça inclut beaucoup de gens en fait. Du coup ça fait plus de communication, enfin ça met en commun plus de personnes, du coup c'est cool. Ceux qui s'occupent de tout ça sont des techniciens précis et presque toujours autodidactes. Je dis ceux parce qu'il y a peu de meufs de ce côté-ci du mur de son, mais on y reviendra. Ce sont des autodidactes, donc quelques-uns bossent dans le milieu, mais de la manière dont on m'en a parlé, ils étaient teufeurs et organisateurs avant de se professionnaliser. C'est leur expérience de la teuf illégale qui leur ouvre les portes du spectacle légal aujourd'hui, avec parfois des spécialités techniques très précises. Les tâches sont variées, porter des caisses et des caissons, tout le monde le fait, c'est pas réservé à quelqu'un. Mais connaître la puissance d'une génératrice et faire les bons branchements adaptés à la quantité de sonos, c'est une tâche de spécialiste. S'occuper de la décoration aussi, et sans compter les lighteux et les mappeurs. Le lighteux d'abord, c'est le technicien lumière, c'est-à-dire qu'il gère l'ambiance lumineuse en se synchronisant à chaque instant à la musique, sans automatisation, mais avec à la fois une connaissance précise de son matériel et le travail artistique d'ambiance autour des caissons et du public. Le mappeur, toujours côté lumière, c'est celui qui met en valeur des espaces précis du décor et parfois même écrit dessus, avec des lasers ou des vidéoprojecteurs professionnels qui t'envoient, je cite, 20 000 lumens dans la gueule, afin de mettre en valeur des structures, des scénographies peintes sur bois ou même des toiles tendues pour que de nuit ça puisse prendre vie et s'animer sous les yeux qui brillent du public. Tout ce travail, c'est des semaines de préparation. Pour la teuf à laquelle j'ai participé, en dehors de la logistique, les aspects lumineux et décoratifs, c'est 3 semaines de travail fait par des gens qui savent ce qu'ils font. On a trop souvent tendance à réduire le travail au salariat capitaliste, c'est-à-dire à la location par une entreprise, donc par la bourgeoisie, de la force de travail d'une personne contre rémunération. Pourtant, le travail accompli par les militantes et militants qui organisent un événement ou par un retraité qui s'occupe de ses petits-enfants a une valeur sociale qui dépasse certains emplois salariés. La définition du travail capitaliste ne prend pas en compte l'utilité sociale d'une action. Ainsi, pour la bourgeoisie, une école privée crée de la valeur parce qu'elle est payante. L'école publique est une dépense et le travail que représente le fait d'élever un enfant avant l'éducation socialisée n'existe tout simplement pas. La définition du travail capitaliste ne reconnaît pas les personnes handicapées comme des travailleurs et travailleuses si elles et ils n'occupent pas d'emploi salarié. Elle ne reconnaît pas non plus les darons et daronnes s'occupant de leurs enfants. Elle ne reconnaît pas les fonctionnaires ni les militantes et militants associatifs. Il faut donc redéfinir le travail sur des bases marxistes, donc des bases de classe. Est travailleur ou travailleuse celle ou celui qui fait partie de la classe des travailleurs et travailleuses, de la grande classe de celles et ceux qui ont une utilité sociale d'une manière ou d'une autre. Pour faire court, nous redéfinissons le travail sur la base de son utilité sociale quelle qu'elle soit. Cette utilité, nous ne cherchons pas à la quantifier. On ne classe plus, on ne note pas si un ou une organisatrice de teuf permet d'offrir une fête à 10, 100 ou 10 000 personnes pour affirmer son utilité sociale. Cette personne contribue positivement à son entourage direct et indirect par son action. De fait, personne n'est improductif. La personne qui n'a pas les forces d'occuper un poste salarié est productive par son militantisme ou sa production artistique, par son travail intellectuel même centré autour de son vécu, par ses interactions avec les membres de sa classe et le point de vue qu'elle apporte. Les seules personnes aujourd'hui considérées comme travailleuses et travailleurs qui perdraient ce statut avec une redéfinition du travail sont les traders, lobbyistes et autres avocats fiscalistes dont l'action quotidienne perpétue la misère des autres au profit de quelques-uns. Si c'est le travail des économistes de quantifier le coût de la fraude fiscale, nous n'avons pas besoin de quantifier en tant que militants car nous savons que toute valeur est issue du travail.
Toute ponction de cette production est un parasitisme, que ce soit le patronat, les actionnaires ou mon proprio, mais même l'État bourgeois qui pompe la valeur que nous produisons via les impôts lorsqu'il renforce l'armement de la police ou verse des milliards aux actionnaires de Total. Nos organisateurs et organisatrices de teuf sont donc des lourds ouvriers de la bamboche. Elles et ils travaillent dur et avec des contraintes lourdes, notamment légales, pour produire de la teuf et la joie amenée par cette teuf a une utilité sociale. Les teufeurs ne ponctionnent pas le travail des autres, ils produisent de la teuf et sont donc des travailleurs et des travailleuses que nous devons opposer aux parasites que sont les patrons, les actionnaires, l'État et mon proprio. La teuf c'est donc du travail, mais pas n'importe comment, parce que de bouche de teufeur à oreille de teufeur, on se répète que le seul bon système c'est le sound system et que la seule bonne organisation c'est le... Tout cramé devient vital, on baisse Bruno Attal et Gabriel Attal et Alonso. Ça va lancer de Bordeaux, de l'Effort à 22, passer de l'aéroport, les mecs en baisse, on a quand il fait beau, dispersé dans la ville, on fait ce qu'il a ratio. Quand il n'y a pas de chef, c'est qu'il y a un chef. C'est l'une des premières choses qu'on observe dans les milieux dits autonomes. Le refus de l'autorité mène nécessairement à l'apparition d'une autorité informelle et qui n'a donc pas été choisie par ses pairs. Il est certain que la culture de la teuf et son ensemble de valeurs et de réflexes apparaît comme une rupture avec une certaine forme de capitalisme. Toutefois, une teuf sans sécurisation des teufeurs et teufeuses, sans effort des bénévoles, peut tout aussi bien être l'incarnation de l'idéal libéral libertaire, une dérégulation absolue du marché et une absence de limites sociales qui entrerait en contradiction avec l'idéal autogestionnaire. Les subs tournaient bien, le son était bon, il y avait trop de basses. Malheureusement, c'est toujours un gros problème des teufeurs, ça, de mettre genre 12 subs pour 3 têtes. Et donc forcément, c'est dégueulasse. Enfin, c'était pas dégueulasse, mais t'avais trop d'infrabasses, quoi. Mais sinon, non, on est grave content. On est grave content, tous les collectifs sont contents. Et ouais, en vrai, là, on n'a qu'une hâte de reposer, c'est de refaire ça, quoi, de refaire kiffer les gens, de refaire de l'orga, même si, c'est merde, pas possible à faire. C'est... en vrai, de plus en plus, on se rend compte de ce qu'on arrive à faire, mais du boulot que ça nous demande, parce que bon, en soi, tu vois, dans les collectifs, t'en as pas beaucoup des orgas, le plus souvent. Enfin, des orgas, je sais pas comment dire, un peu décideurs, qui vont être là H24 sur ce qu'on fait et tout ça. Et à 3-4, arriver à organiser des trucs comme ça, c'est bien vénère. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mentale. Heureusement, dans le groupe, il y en a qui sont au chômage. Pas tous. Par le fétiche de l'horizontalité, les milieux libertaires développent à chaque fois des formes d'autorité, parfois plus violentes que dans d'autres groupes militants, et se retrouvent à osciller entre la dictature de la majorité et le suivisme d'un chef en aucun cas choisi. Chez les Totos ayant également fait ce constat, on voit apparaître à chaque nouvelle mobilisation des commissions, et des commissions de commissions qui visent à horizontaliser la direction politique, à chaque fois cela échoue. L'histoire de la lutte révolutionnaire nous a montré que nous avons besoin de spécialistes qui dédient leur vie à l'avancée de notre classe. Mais pour s'assurer un rapport de confiance, il faut que ces spécialistes soient choisis par une forme de démocratie ou une autre, et que ces spécialistes aient l'obligation de rendre des comptes. Le milieu de la teuf, parce que fortement imprégné d'une culture libertaire, voit ses cadres plus cooptés qu'élus, est dans l'orga celui ou celle qui peut donner suffisamment de temps pour organiser les teufs. Les sounds ne portent pas de politique de cadre à proprement parler. Pour autant, les sound systems, parce qu'ils ont avant tout des objectifs pratiques, ne tombent pas dans l'exact problème des milieux libertaires. Si la cooptation est la règle, les différents échelons de responsabilité sont admis par le collectif. Il est perçu comme normal qu'un tel tranche une décision si un tel en a les compétences. À petite échelle donc, les sound systems sont de mon observation des groupes affinitaires qui fonctionnent sensiblement de la même manière que les groupes affinitaires qui essayent de faire de la politique, une petite dizaine ou moins de militants très soudés entre elles et eux, avec un nombre réduit de cadres qui dédient leur vie à la techno. Une fois sur le terrain, ce nombre de cadres peut évoluer avec les spécialistes. Un ingé son par exemple aura le dernier mot sur la sonorisation. Chez les camarades que j'ai pu suivre, ils sont 3 sur une grosse dizaine de militants et militantes à tenir la baraque et à faire l'essentiel du travail de préparation des événements, même si, sur le terrain, une fois dans les dernières heures qui précèdent la teuf, ou après qu'elle ait commencé, tous bossent à hauteur de leurs moyens.
On peut distinguer en gros 3 niveaux de sound system. D'un côté les petits, souvent 4 ou 5 potes qui n'ont pas de grandes ambitions et qui font leur beurre de leur côté et organisent des apéros sons. De l'autre, on a des usines à gaz d'une dizaine de personnes avec des pôles d'organisation plus formels, même s'ils ne sont pas élus ni révocables, et un haut degré d'acceptation par les membres du groupe de ces pôles. Enfin, on a les grosses structures que je n'ai pas pu observer, mais dans lesquelles l'organisation m'a été décrite comme quasiment militaire, comme une cuisine pendant un rush. Les camarades que j'ai pu suivre ont un important degré de politisation. Ils sont conscients de ce statu quo, le pôle d'orgas et les fondateurs du sound system qui sont également les membres les plus investis au quotidien. Pour citer l'un d'entre eux, c'est après avoir organisé plusieurs teufs qu'on a défini un noyau dur de travail et d'organisation. Malgré la culture d'apparence libertaire et sans surprise, nous avons donc une répartition inégale du travail, parfois pour des raisons communisantes, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, comme c'est le cas chez mes camarades, mais aussi parce que comme dans tout groupe militant, faire émerger des cadres capables de mettre une grande quantité de temps dans l'organisation, c'est une véritable épreuve de force. La consommation des organisations, problème souligné depuis au moins les années 70, est autant valable pour une organisation politique qui organise des conférences que pour un sound system. De fait, certaines personnes vont porter la majorité du travail d'organisation sur leurs épaules. On a donc dans la majorité des cas des sound systems qui sont imprégnés d'une culture de l'horizontalité, mais qui dans les faits n'a rien d'horizontal. Les orgas sont décisionnaires, même si des concertations se font avec l'ensemble des membres du sound, c'est eux qui auront le dernier mot. C'est aussi lié au fait que c'est souvent eux qui investissent le plus et risquent gros judiciairement ou en cas de saisie. Les sounds assument cette culture de la verticalité malgré les valeurs d'autonomie qu'ils prônent et le décalage potentiel avec ce qu'une partie du public peut revendiquer sans connaître. Si la préparation de la teuf en amont est un travail de spécialiste dans lequel le non-initié ne pourra pas rentrer, notamment à cause du degré de clandestinité, sa construction n'est pas pour autant quelque chose d'obscur et d'incompréhensible. Les orgas essayent de faire s'investir l'ensemble de leurs camarades selon leurs moyens. Sur place, il reste des tâches techniques de spécialistes, comme on a pu en parler plus tôt, mais l'essentiel du travail est collectif. Parfois avec des consignes des sachants, tout le monde peut porter un caisson, quitte à s'y mettre à deux. Pour la sécurisation des personnes présentes sur la teuf, les sound systems les plus sérieux se dotent d'un accueil sécurité, souvent formé sur le tas et par l'expérience avec pour objectif d'appuyer d'une part les stands de réduction des risques en y amenant les personnes en danger ou en transmettant des informations sur une personne visiblement en danger, et d'autre part d'éviter ou de séparer les bagarres et agressions éventuelles. Les camarades que j'ai pu suivre se dotent également d'une équipe spécifique pour recueillir la parole d'éventuelles victimes de violences sexistes et ou sexuelles. Cette équipe, drastiquement féminine si on la compare au collectif dans son ensemble, n'a pas non plus de formation spécifique, à l'exception de 2 militants politiques, anciennes et anciens cadres d'une organisation de jeunesse. Les autres se forment sur le tas. Notons que tous les sounds n'ont pas le même rapport à la sécurité. Certains peuvent laisser des gens dans des fossés, sous prétexte de ne gérer que le son. D'autres, comme les camarades que j'ai pu accompagner, développent une vision politique, et donc un encadrement plus sécurisant, sans jamais se proposer en auxiliaire de la police. Le manque d'encadrement dans la formation ferait hurler nombre de communistes, sans doute à raison. Mais croyez-moi, on est beaucoup plus serein pour désescalader une embrouille entre 2 bougs alcoolisés sur un événement lambda quand on a réussi à éviter une bagarre entre 2 gueuches soucés à 5h du matin en n'ayant soi-même pas dormi depuis 24 heures. L'absence d'encadrement formel dans certaines teufs et à l'échelle micro n'est pas représentative de l'ensemble du mouvement des free parties. À l'échelle nationale et aux échelles régionales, des structures existent et mettent les différents collectifs en contact les uns avec les autres sur des questions précises ou proposent des formations et un appui logistique et juridique. Ces dernières années, ces structures nationales ont développé un grand nombre de formations à destination des sound systems. À toutes les échelles, nationales, régionales, à l'échelle d'une teuf, tout ce travail, toute cette organisation, elle est faite pour l'amour du boom boom, pour l'amour du collectif, pour l'amour de l'autre. Il n'y a pas vraiment d'art individuel. Les poètes et poétesses sont relus et mis en page par des éditeurs, de même que les autrices et auteurs. Les musiciens et musiciennes comme les chanteurs et chanteuses sont dépendants les uns des autres autant que de leur public. Le DJ de teuf, s'il est maître à bord de sa table de mixage et de sa clé USB, est dépendant des autres artistes qu'il remixe. Il est dépendant des techniciens qui règlent les caissons comme de celles et ceux qui les montent. Il est appuyé par les lighteux et les mappeurs et évidemment, il est dépendant de son public. On l'a vu quand on a parlé travail, les organisateurs et organisatrices de teuf travaillent, et ils travaillent dur pour offrir la teuf. Les circonstances que l'on connaît obligent un travail collectif. Alors de fait, la teuf est un art collectif, mais c'est un art collectif qui ne s'est pas encore saisi de la portée politique de ce collectif.
Je vous propose une comparaison avec le cinéma. Le cinéma, c'est l'art collectif par excellence. Même les plus fervents défenseurs du réalisateur comme auteur ne peuvent nier que les techniciens de lumière, les techniciens son, les monteurs, les acteurs, les producteurs, les maquilleurs, les scripts, les co-scénaristes, les cadreurs, les chefs opérateurs et les régisseurs sont tous indispensables à un film ambitieux, surtout les régisseurs. Que ce soit sur un plateau français où une personne peut remplir plusieurs rôles ou sur un plateau hollywoodien où un technicien peut être responsable d'une seule lumière, le cinéma se construit uniquement par le collectif et ne peut se construire que par le collectif. C'est donc naturellement qu'émerge dans le cinéma, à plusieurs époques et à plusieurs reprises, un art contestataire qui s'essaie à la socialisation, à la collectivisation des moyens de production artistiques. Je parle ici de collectivisation pour parler d'une volonté politique qui dépasse la simple action collective. Il s'agit de changer le mode de production, de dépasser la collaboration pour faire ensemble de A à Z. Chez Jean Renoir, dans La vie est à nous, film de propagande de 1936 qui sera interdit à la diffusion publique jusqu'en 1969, ce sont les militantes et militants communistes qui contribuent au film. En tant qu'acteurs et silhouettes, ils jouent leur rôle. Celui de militant engagé dans un parti qui vient de voir le nombre de ses adhérents exploser avec le Front populaire et qui est présent dans tous les endroits de la société, et ce jusqu'à son illégalisation par Vichy. La réalisation est un travail collectif entre la direction du Parti communiste français et Jean Renoir, de même que l'écriture en partenariat avec Paul Vaillant-Couturier. Cette réalisation est en cohérence avec le Renoir de l'avant-guerre. André Bazin rapporte que pour son film Tony de 1935, Renoir tourne dans des décors vrais en faisant appel pour une partie à la population locale, notamment aux ouvriers italiens. Le cinéma de Renoir, comme tout cinéma de propagande progressiste, cherche à s'inscrire dans le monde qui l'entoure. Il n'est pas un art détaché de la vie. Et vous savez quelle autre forme d'art est indétachable de son environnement ? Eh bah ouais, la teuf. Bazin dira également que La vie est à nous sera toujours discuté, mais avec le temps, il constituera un document de plus en plus précieux sur l'esprit 1936. De tous les films de propagande, il s'agit sans doute d'un des plus sincères. Il ressort de la peur issue des manifestations factieuses de 1934 et s'inscrit dans le renouveau et l'espoir porté par le Front populaire et en particulier l'influence du Parti communiste sur celui-ci. François Truffaut dira de Jean Renoir qu'une équipe réunie autour de Renoir ne constitue donc pas un groupe hiérarchisé, mais plutôt une petite bande, et d'ailleurs Renoir a dit lui-même qu'on prépare un film comme on prépare un mauvais coup en s'entourant de bons complices. Renoir construit donc son cinéma comme on construit une teuf. Comme la teuf, il intègre son art à la vie des gens et comme elle, son cinéma est l'affaire d'une bande de copains avec des idées qui vont au-delà de l'œuvre elle-même. Après La vie est à nous, Renoir réalisera La Marseillaise, cette fois sur commande de la CGT récemment réunifiée et toujours en coproduction avec des militants. Truffaut en dira dans les cahiers du cinéma: Renoir est au-dessus de la mêlée, il rend compte et La Marseillaise finalement nous apparaît comme un montage d'actualité de la Révolution française. Seul Jean Renoir serait capable de tourner sur Les Hommes des Cavernes un film donnant l'impression d'un documentaire authentique. Mais ces films collectivisés, c'est-à-dire pas simplement fabriqués collectivement mais pensés collectivement, ne sont pas les derniers. La Commune de Peter Watkins pousse l'idée plus loin encore en 2000. La Commune, c'est une fresque de 5h40 qui retrace une majorité des événements de la Commune de Paris, insurrection de 1871 et première révolution sociale aboutie de l'histoire. Pour réaliser La Commune, non seulement Watkins s'entoure de 6 historiens, mais il demande aux acteurs et actrices, toutes et tous amateurs et amatrices, de s'imprégner non de leurs textes mais de leurs personnages, c'est-à-dire de personnes bien réelles qui ont vécu la Commune et l'ont racontée depuis leur perspective. Il recrute ses acteurs communards dans le 11e arrondissement et les Versaillais, les contre-révolutionnaires, par une petite annonce dans le Figaro. Dans une lettre ouverte à la presse, il dira « Notre film, La Commune, représente une tentative délibérée d'utiliser une combinaison de formes cinématographiques et un processus humain alternatif afin d'échapper aux contraintes de la monoforme hollywoodienne. Cette tentative n'est pas uniquement le fruit de mes propres besoins créatifs, mais résulte également de l'urgence qu'il y a à trouver un type de processus collectif qui puisse surmonter la relation hiérarchique imposée par les médias envers le public. L'un des plus graves problèmes avec la monoforme est sa structuration délibérément conçue pour empêcher tout processus de réflexion et d'esprit critique de la part des spectateurs. C'est là où la durée de notre film et la forte dynamique de parole insufflée par les comédiens jouent un rôle de premier plan. Le film s'interrompt à plusieurs reprises, notamment dans la seconde partie où une discussion entre communards se transforme rapidement en une discussion entre militants de gauche moderne sur la situation politique de l'année du tournage. Et à gérer et comment on va s'organiser vraiment pour qu'on reste et qu'on construise vraiment une véritable démocratie. Une véritable démocratie. Et ça, c'est la question du pouvoir aussi. C'est que le pouvoir, le pouvoir, t'assumes des responsabilités énormes. Le pouvoir doit être réparti. Ouais. Pour répartir les responsabilités, parce que c'est pas humain. N'importe quel humain, n'importe lequel d'entre nous va tomber dans le panneau.
si on le laisse tout seul avec trop de responsabilités. On peut pas, on n'est pas fait pour ça. On peut pas. Donc il faut une démocratie directe, il faut que tout le monde participe. Il faut que tout le monde trouve sa place. Il faut que tout le monde trouve sa place en fait. Enfin, si on est tous là, c'est qu'il y a une raison, donc il faut trouver sa place. Je trouve ce moment absolument génial. Parce qu'il ne s'agit pas ici de casser le 4e mur pour un effet de style, mais de montrer une continuité immédiate entre les luttes de nos aïeux et les nôtres. C'est peut-être une des démonstrations les plus abouties de la lutte des classes comme moteur de l'histoire. Et elle n'est pas volontaire, elle n'est pas provoquée par Watkins, mais par ses acteurs qui oublient un instant qu'ils sont dans un film parce qu'ils vivent la commune comme ils vivent leur quotidien de militantes et militants, d'acteurs et d'actrices politiques. Comme je l'ai mentionné, La Commune est un film très spécial par son approche cinématographique et par le processus qu'il a enclenché avec les personnes qui apparaissent. Ces personnes ne sont pas des acteurs traditionnels interprétant un script. Ils se montrent tels qu'ils sont, citoyens de la France de 1999, recréant certains épisodes de La Commune de Paris, développant leur propre réaction à ces événements et aux liens existants entre ces derniers et l'état de la société contemporaine. Les acteurs, dont la plupart n'ont aucune expérience préalable en tant que comédiens, se sont impliqués dans un processus complexe et collectif de recherche et de discussion avant et pendant le tournage. Et nombre de leurs idées et de leurs sentiments s'expriment dans le film, de même que leur réaction aux événements de la Commune. On a donc là 3 exemples de films qui se vivent comme une partie intégrante du mouvement social, sous 2 formes de production et avec des messages différents. Peter Watkins se concentre sur la critique des médias dans une époque où la gauche a perdu ses repères et se réinvente, là où Jean Renoir montre une gauche aux repères évidents, la Révolution d'Octobre et le Front populaire. Une époque d'espoir et de terreur qui se rapproche plus des moments que nous vivons aujourd'hui que les années de confusion entre 1991 et 2009, années d'émergence du Front de gauche. Je n'ai pas trouvé d'expérience d'art collectivisé, c'est-à-dire non seulement collectif mais mis au service du collectif, issu des conservateurs ou réactionnaires. Sans doute que le culte du chef visionnaire, doublé des contraintes boutiquières des grosses productions, ne permettent pas la réflexion collective. Encore un point pour nous. Pour revenir à la teuf, elle est un art collectif, au sens qu'elle est fabriquée collectivement, mais elle n'est pas collectivisée, elle n'est pas pensée politiquement par le collectif. La Free souffre d'un manque de conscience pour elle. On distingue la conscience de classe en 2. La conscience en soi, c'est-à-dire inscrite dans notre place dans la société, et la conscience pour soi, c'est-à-dire que nous savons non seulement où nous sommes dans la société, mais également où sont nos intérêts collectifs profonds. Dans le cas de la teuf, les teufeurs et teufeuses ne manquent pas dans leur ensemble de conscience en soi vis-à-vis de la place de la teuf, et donc leur place dans la société. Ils ont conscience des amendes qu'ils risquent quand ils vont faire la fête, mais également du regard que porte sur eux la société bourgeoise. Plus que ça, le teufeur se construit une véritable identité et fréquente souvent en priorité d'autres teufeurs. On ne retrouve cependant pas chez elle ou lui une conscience pour soi, c'est-à-dire une conscience militante qui dépasse le cadre festif ou des rares manifestations organisées par les collectifs contre la répression. Le teufeur, celui qui participe à la teuf en tant que public, n'est pas un militant. C'est un consommateur, car même s'il peut être fortement politisé individuellement, et alors que cela s'inscrit en faux vis-à-vis de l'histoire de la teuf et de son haut degré de militantisme, le public reste très majoritairement consommateur. Sans doute que si la teuf était née à une autre époque, plus franchement politisée, dans une période de lutte des classes plus explicite comme les années 30 ou 50, alors elle aurait été elle-même plus franchement politisée, et les écueils dont elle souffre aujourd'hui sont probablement plus liés à la période de confusion qui s'achève en ce moment. Si la teuf est un art collectif, elle n'est donc pas encore un art collectivisé, car elle n'est en l'état au service de rien d'autre que d'elle-même, de sa propre reproduction, et ce malgré la répression qui crée une politisation en surface des teufeurs. Mais c'est pas grave. L'étape suivante, qui doit être pensée par les teufeurs et les teufeuses, comme par les militantes et militants qui cherchent à construire des ponts avec elles et eux, c'est de politiser la teuf, d'en faire un outil révolutionnaire par l'action et les revendications. La teuf porte en elle des habitudes révolutionnaires, de la fétichisation de l'esthétique anarchisante au mot d'ordre antifasciste en passant par le réflexe de désobéissance, elle est déjà un espace très brièvement préservé de l'État bourgeois et de sa police. Il ne lui manque pas grand-chose pour devenir un espace avancé de propagande et de politisation. Par contre, c'est du travail et du temps. Une première tentative a été proposée par les soulèvements de la Terre lors de la turbo-teuf contre la 69. Seul petit bémol, ce n'était pas une teuf, c'est-à-dire une free party. C'était un bal populaire, une soirée-concert, certes militante, mais dans son essence musicale ou organisationnelle, c'était pas une teuf. Le jeu sémantique auquel jouent régulièrement les soulèvements peut mener à la confusion sur certains points. Ici, il n'y a pas eu de convergence des méthodes. Il n'y a, a priori, pas eu d'orga de teuf derrière la programmation ni l'organisation. Même si certains mouvements politiques reprennent l'esthétique teufeuse, peu de vraies convergences ont réellement eu lieu. Pas de teuf avec des stands politiques ou affiliés, malgré des mots d'ordre politiques clairs, et trop peu d'événements d'orga politique soutenus par les sounds. Si je devais donner un conseil, c'est de ne pas sauter les étapes.
Avant d'imaginer la teuf autogérée ultime, comme si nous étions Peter Watkins, concentrons-nous sur Renoir et sur l'alliance entre l'avant-garde artistique, donc les teufeurs, et l'avant-garde politique, les militants. Sur la convergence des méthodes, des forces de chaque forme d'organisation sans chercher à dénaturer ou s'accaparer des méthodes qu'on ne maîtrise pas. Le cinéma était en son temps le média de masse le plus approprié pour la propagande. Il a depuis été remplacé par les réseaux sociaux, mais l'urgence politique n'est pas qu'à la propagande. C'est aussi la création d'espaces de socialisation. Ces espaces, au-delà de freiner la montée de l'extrême droite dont l'isolement social est un des facteurs principaux avec le racisme, recréent des espaces de propagande pour les militantes et militants. Des espaces de discussion, de convergence nécessaires depuis la disparition des grands collectifs de travail industriels. La teuf fait partie de ces espaces et elle est protégée par sa forme actuelle du monde extérieur. Ce qui fait d'elle un espace privilégié, même si restreint dans le temps, elle répond à l'urgence de recréer des espaces de socialisation de masse, mais devrait être également capable de devenir un espace de propagande qui nourrit les organisations progressistes. Maintenant que nous sommes toutes et tous convaincus qu'une convergence est possible, autant qu'elle est nécessaire, et avant de nous attarder au sens de cette convergence, avec qui convergeons-nous ? En gros, Hell has its laws. Hell. Effect in the cause, curtain falls, but hold your applause. Squirm, for now down here come the claws. On va pas se mentir, cette partie a été la plus complexe à écrire, alors qu'elle est sans doute la plus importante. Qui sont les teufeurs ? J'ai fouillé Cairn de fond en comble, je n'ai trouvé aucune étude quantitative sur le public ni sur les organisateurs de teuf. Cette partie va donc être uniquement basée sur mon observation et corrigée en relecture par l'observation des camarades teufeurs. Je distingue le public et les organisateurs comme d'un côté les consommateurs et de l'autre les acteurs. Pour rappel, consommateur c'est ici un terme péjoratif utilisé depuis au moins les années 70 pour désigner les militants sur le papier qui ne contribuent pas réellement à leur cause, qui participent à des événements mais ne s'investissent pas dans le mouvement réel. D'abord, le public est beaucoup plus varié que les organisateurs. On y croise des cadres, des enfants de cadres, mais aussi des banlieusards, des punks à chiens, des salariés de fast-food comme des ouvriers ou des paysans. Le public varie en fonction de son origine géographique. Mon expérience de banlieusard parisien m'a fait rencontrer en premier lieu des teufeurs enfants de cadres supérieurs qui cherchaient par là un échappatoire radicool, une manière de s'identifier plus fortement comme en rupture avec le capital culturel et financier de la famille bourgeoise. La première personne que j'ai connue qui allait en teuf quand j'étais ado correspondait trait pour trait à ce profil et est aussi la première personne qui m'a amené en manifestation. Le teufeur adolescent a un degré de politisation plus élevé que la moyenne, mais basé sur des fétiches. L'action, la radicalité, l'esthétique. Autant de choses utiles, mais seulement si elles ont des objectifs et des perspectives, ce qu'un adolescent n'a en général pas. En déménageant et en découvrant la France des sous-préfectures, les teufeurs se sont en réalité montrés beaucoup plus variés. Des jeunes des quartiers populaires, des jeunes ouvriers, cuisiniers, maçons, chaudronniers, etc. Ces jeunes ont des origines familiales et sociales différentes. Ils consomment la teuf dans l'immense majorité, ne participent pas aux préparatifs, mais comprennent dans l'ensemble les enjeux. Cette majorité du public est rejointe par les gens du coin. Paysans et voisins viennent voir ce qu'il se passe et profiter de la musique, parfois du bar. Ces derniers sont en général plus âgés. Ceux qui, parmi les plus jeunes, adoptent le plus en profondeur l'esthétique teufeur et qui la vivent comme une identité profonde sont des petits bourgeois qui fétichisent les marges et cherchent à s'en rapprocher. On a par exemple pu observer dans ma ville des jeunes teufeurs qui font la manche alors qu'ils sont issus de familles aisées, on sait qu'ils ne sont pas en rupture familiale et ils sont inscrits dans un lycée hors secteur. Leur raisonnement grosso merdo est le suivant. L'État dit que ça c'est mal, donc ça c'est bien. Et c'est applicable à tout ce que l'État bourgeois n'aime pas. C'est un rapport de contradiction simple, sans dialectique aucune. Ces petits bourgeois sont une grosse minorité des teufeurs et teufeuses qui ne semblent vivre qu'à travers la teuf. Pourtant, ils en sont de simples consommateurs et leur fétichisation de la teuf est plus le signe de l'adolescence que d'une véritable intégration politique de ce que les teufeurs appellent leurs valeurs. Une autre minorité du public, pour le coup véritablement issue des marges mais historique au mouvement, ce sont les travelers. Ils ont des âges variés, ils sont les plus expérimentés, équipés d'un camion aménagé, ils sont saisonniers, pour certains au RSA, bricoleurs et artistes. Ils ont un degré de politisation important, mais parfois confus. Ils ont souvent des liens privilégiés avec l'orga ou font partie d'un sound system. Il s'agit en majorité d'acteurs de la teuf. On arrive maintenant à une position intermédiaire, les copains. Le copain est à la fois consommateur et acteur de la teuf. Si le copain est là pour taper du pied, invité directement par un des sound systems qui organise, le copain va donner de nombreux coups de main. De la participation à l'accueil sécurité au ramassage des déchets, il va parfois servir au bar ou aider à la communication. La composition sociologique du groupe de copains est sensiblement similaire au sound system auquel il est relié, à la différence que si les sounds sont très majoritairement masculins, c'est moins le cas des groupes de copains.
L'orga, enfin, c'est le terme bateau utilisé pour parler des sound systems qui organisent la teuf sur laquelle on est présent. La composition sociologique de ceux que j'ai pu observer est assez simple, on est face à des ouvriers. Enfin presque. Issus des familles de classes socio-économiques basses ou intermédiaires, les métiers sont catégoriquement autour de l'ouvrier qualifié. Un garagiste, un chaudronnier, 2 pâtissiers, un assistant social, un administrateur réseau, des techniciens dans l'événementiel et j'en passe et des meilleurs. Mais pas de rentier, pas de prof, pas de profession intellectuelle supérieure, pas de cadre, un seul artisan indépendant, quasiment tous des hommes. Celles et ceux qui produisent la teuf sont issus des classes laborieuses comme la majorité de ceux qui la consomment. Le fantasme extérieur du petit bourgeois anarchisant vient de la grosse minorité bruyante autour de la teuf qui ne contribue pas à la vie de la teuf. Je les mets dans la même case que celles et ceux qui parlent sans cesse de construire leur ferme autogérée, mais une fois sur place, laissent l'ensemble des travaux aux seuls ouvriers de leur groupe affinitaire et qui, à la place de construire l'avenir, vont en teuf. Je pense que cette anecdote, elle est vraie. Notre regard critique de militants-militantes vient aussi d'un rapport péjoratif aux marges, issu non pas de la pensée communiste, mais plutôt de sa tradition. Historiquement, les organisations de masse ont plutôt eu tendance à rejeter les marges pour se concentrer sur les masses identifiées. Mais l'histoire nous a aussi montré que c'est l'addition des luttes, y compris minoritaires, qui permet les victoires. Nous devons être capables de développer des argumentaires qui intègrent les revendications des teufeurs et teufeuses et avancer main dans la main avec elles et eux, en particulier les sound systems qui font vivre la teuf. Il nous faut concocter une alliance qui dépasse le mépris des uns et le rejet des autres, un nouveau front, une grande et belle. Mon Sega est communiste, je l'allume d'une flamme libératrice. Un jour il bluffe, un jour il monte, filtré 1000 fois pour me détendre. Colma haut, marteau enclume, France d'en haut, c'est pas détendre, fumer dessus. Dans Que faire ? Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, évoque la nécessité de donner une conscience de classe globale aux différentes couches de la population en désignant un ennemi commun tangible, l'arbitraire de la police du tsar. Il marque une rupture avec la tendance dite économiste qui souhaite se concentrer sur la propagande autour des revendications des travailleurs sur leur lieu de travail. Lénine montre à de nombreuses reprises que l'organisation révolutionnaire doit se servir de toute manifestation de l'arbitraire de l'État, de toute violence policière pour montrer que l'État bourgeois est à abattre et que nous avons un monde à gagner. La conscience de la classe ouvrière ne peut être une conscience politique véritable si les ouvriers ne sont pas habitués à réagir contre tous les abus, toute manifestation d'arbitraire, d'oppression, de violence, quelles que soient les classes qui en sont victimes, et à réagir justement du point de vue social-démocrate et non d'un autre. La conscience des masses ouvrières ne peut être une conscience de classe véritable si les ouvriers n'apprennent pas à profiter des faits et événements politiques concrets et actuels pour observer chacune des autres classes sociales dans toutes les manifestations de leur vie intellectuelle, morale et politique, s'ils n'apprennent pas à appliquer pratiquement l'analyse et le critérium matérialiste à toutes les formes de l'activité et de la vie de toutes les classes, catégories et groupes de la population. À noter que si Lénine parle ici de social-démocratie, c'est qu'il s'agit là d'un texte de 1904 qui précède la fondation des organisations communistes au sens où elles sont entendues aujourd'hui. Aujourd'hui, cette stratégie doit continuer de diriger l'orientation des organisations progressistes, c'est-à-dire que nous devons, en tant que militantes et militants, tendre des mains dans une perspective de destruction de l'État bourgeois à toutes celles et tous ceux qui voudraient bien l'attraper. Dans le cas des teufeurs, nos intérêts convergent sur plusieurs points. D'abord, la répression et les violences policières. En manifestation ou au stade, comme dans les quartiers, le harcèlement et les violences de la police concernent l'ensemble de notre classe. Le désarmement général et la dissolution des formations de police dont le seul objectif est la répression violente sert les intérêts de millions de personnes. La question de l'abolition de la police se pose, mais sur le moyen terme, et alors qu'aucune organisation n'est prête à une révolution, il faut déjà poser des réformes, notamment l'ajout de sciences sociales au cursus de policiers, l'écrasement des syndicats factieux et la renaissance de la police de proximité, de préférence désarmée et avec des objectifs de prévention. Bien sûr, à très court terme, la fin de la politique du chiffre aurait également un impact positif sur les vies de nombreuses personnes. Ensuite, la drogue. On en a parlé plus tôt, mais la consommation de stupes, c'est pas un truc réservé aux teufeurs. Tout le monde fume des joints et une bonne partie de la population prend aussi de l'AC. Des politiques de prévention auraient donc un intérêt pour tout le monde, sans parler des pôles publics de distribution et de fabrication qui couperaient l'herbe sous le pied des mafias tout en permettant un contrôle qualité généralisé qui évite des crises comme celle des molécules de synthèse. Et enfin, l'arbitraire de l'État, qui se présente sous plein de formes différentes. Par exemple, dans l'organisation d'événements publics sans l'aval d'une préfecture. C'est quasiment impossible, et si cet événement a en plus un caractère immédiatement politique, l'interdiction est garantie. Mais on pourrait aussi parler des préfectures qui autorisent des projets écocidaires comme les bassines, alors même qu'elles ne présentent pas le caractère d'intérêt général normalement assigné à leur mission.
Détruire l'État bourgeois et avec lui ses lois contre les libertés des classes travailleuses est donc un objectif partagé au moins sur ces 3 points. Mais on peut commencer à converger bien avant de parler de la prise du pouvoir. Même le combat politique d'empêcher la loi de passer, c'est aussi de visibiliser la teuf d'un point de vue politique national, quoi. De rallier les mouvements de gauche et progressistes avec nous, et qu'en fait de dire nous on danse dans des champs, et il y a des racistes au gouvernement et c'est de fou, les fachos traînent dans les rues, t'as tabassent les fachos et c'est c'est ça le problème en fait. T'as des violeurs, ministres de la justice, et qu'en fait aussi de rallier le reste de la gauche qui en vrai il faut le dire nous voit un peu comme des bouseux, comme des drogués. C'est-à-dire on a aussi un combat politique, on a des choses à ramener et on peut faire une convergence en fait sur ces sujets-là. Il faut pas qu'on se fasse lâcher par la gauche si elle nous voit de manière bizarre. Et puis se rendre compte qu'en fait on peut tous bosser ensemble. On parlait de bosser avec des agris, genre c'est typiquement, alors c'est peut-être inconcevable pour l'instant, mais bosser avec des agris ça serait incroyable parce que on aurait une force de mouvement qui serait incroyable. Bosser même avec toute la partie des gens nomades, des gitans, des trucs comme ça. En vrai pareil c'est une force qui est gigantesque. Même là en ce moment, ça fait aussi longtemps parce que en vrai en France en tout cas, les teufs ça a été fait genre majoritairement par des quepons. C'est une mouvance quepon qui a fait ça, genre sincèrement c'est ce que je dis. Les teufs c'est juste des quepons qui aiment bien la techno. C'est ça. Et à côté de ça, sont ralliés très rapidement toutes les populations de cités, de cités, même de manouches, de trucs comme ça et tout ça, et ça fait toujours plus de peuple. Et en fait ça marche de fou parce que tout le monde se rallie là-dedans et tout le monde trouve ce qu'il a envie de faire là-dedans. J'ai pas de briquet. Puis là, la force quand même qu'on a eue, c'est que tu le disais au début, la teuf, ça s'est beaucoup démocratisé. Et là où avant, c'était un truc très underground, très quepon, où vraiment c'était des gens assez précaires qui venaient. Mais non, t'as plein de gens de centre-ville, urbains, qui se ramènent et qui apportent aussi tout un nouveau public. Et ce public-là, il doit être conscientisé à la lutte qu'on est en train de mener et au fait que ça risque de disparaître, quoi. Clairement. Et puis il faut se concentrer là-dessus, c'est de rallier des gens à notre cause parce que on en revient aux mêmes choses, c'est politique, il faut que ça le reste. Et un mouvement politique, tu peux pas le bâtir qu'avec 3 gugus qui tapent du pied dans des champs. Et nous, c'est notre vision aussi en tant que sound system, quoi. C'est de dire en fait, on est plus fort quand on crée du réseau. Et l'objectif, c'est de créer toujours plus de réseaux avec d'autres sound systems, avec des assos, aussi de techno qui sont pas forcément du milieu de la free party. À Bordeaux, il y a pas mal de contacts, il y a pas mal de groupes aussi qui sont en action. Et l'idée, c'est que plus le réseau il sera concret, plus il y aura de gens qui se connaissent, qui sont capables de taffer ensemble, plus on va y arriver, quoi. On a dû sortir des camions avec un tracteur. Les agriculteurs, vraiment, on les adore. On a dû le lundi matin aller sur site, il y avait 4-5 camions embourbés, tankés jusqu'aux jantes. On a dû faire le tour des agris, on tombe sur un agri qui était venu à la teuf la veille, donc truc de malade, et il nous a sorti tout ça. On adore les agris, genre vraiment, on veut être potes avec eux, genre, pour moi faut vraiment qu'on converge nos luttes. Pas tous les agris. Il y a des agris où on ne veut pas, mais de toute façon eux non plus ne veulent pas. Et mais en tout cas ils nous ont bien dépanné et ça nous a beaucoup aidé. Du coup, on a pu bosser ensemble pour que ça se passe au mieux. L'accès aux terres de paysans qui autorise la teuf permettrait à court terme de sécuriser les fris, parce que cet accès limiterait à la fois la possibilité pour l'État d'intervenir et permettrait de faire venir plus de monde en annonçant publiquement la frie, comme les terres qui avaient été prêtées lors des manifestations de Sainte-Soline. On peut imaginer un système de toilettes sèches qui suivrait ces teufs paysannes, fournissant de l'engrais plutôt que de disperser les déjections aux 4 coins du terrain. Ces chiottes pourraient presque compenser la présence de nombreuses personnes qui tassent les terres et les rendent potentiellement incultivables. L'enjeu immédiat autour de l'opposition à la loi anti-teuf de 2025 qui vise à criminaliser les organisateurs et à instruire des peines y compris pour les associations de réduction des risques est un premier pas central à la convergence entre les teufeurs et les progressistes. Voter contre est une première étape, mais il faut aller plus loin et en dehors du cadre institutionnel tel qu'on le vit habituellement. Lorsque l'on développe nos programmes politiques, qu'ils soient réformistes ou révolutionnaires, on peut voir immédiatement les convergences possibles avec les teufeurs sur le court comme le long terme. D'abord, il s'agit évidemment d'en finir avec la politique répressive et de la remplacer par un système de subvention, pour la réduction des risques avant tout, mais aussi pour les sound systems, directement, sur la base d'un échange entre une participation à une fête de village contre du matériel de sonorisation par exemple, pas en vue de rendre la teuf dépendante, mais plutôt pour encourager la création artistique sous toutes ses formes.
Cette méthode peut se développer sur du très court terme. Les municipalités progressistes peuvent dès hier contribuer au financement de la RDR comme collaborer avec des sound systems sur des événements festifs si elles y mettent les moyens moins financiers qu'humains. Pour autant, il faut détacher ces financements de contraintes. Les collectifs de réduction des risques, largement subventionnés, n'osent plus se mobiliser sur des événements illégaux car ils sont dépendants de ces subventions. Des formes d'inconditionnalité restent à construire par un rapport de force politique dans ou autour des institutions qui distribuent ces subventions. À l'échelle nationale, au-delà des questions policières, il est évident que la dépénalisation de l'ensemble des stupéfiants est une priorité de santé publique, même si le mieux serait un pôle public de production et de distribution. Mais c'est là une conviction personnelle. On observe chaque année les résultats désastreux des politiques répressives, et ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne sert les intérêts de personne, sauf des vieux racistes comme Darmanin ou Retailleau, qui se nourrissent de l'inefficacité de la répression et de la potentielle montée en puissance de mafias pour justifier leur discours sécuritaire jusqu'au boutiste. La manière la plus efficace pour sortir des besoins institutionnels, c'est bien sûr la cotisation, soit par une mise en sécurité sociale, ce qui ne serait pas incohérent vu que la réduction des risques est une question de santé publique, soit par la cotisation associative ou partisane, c'est-à-dire par l'organisation des teufeurs comme un parti ou au sein d'un parti qui adjoindrait à son programme leurs revendications d'une part et qui garantirait l'activité teuf de l'autre. Ce parti n'existera probablement jamais, principalement parce que les teufeurs rejettent la politique telle qu'on a l'habitude de la voir et de la faire. Elles et ils ont raison. Celles et ceux qui ont su vaincre avant nous nous ont enseigné qu'il fallait ouvrir le front le plus large possible et lancer l'assaut aux endroits les plus précis possibles, qu'il nous faut frapper ensemble et marcher séparément. Proposons quelque chose de nouveau, que ça émerge d'une chaise volée au milieu d'un champ de boue qui sent la 8-6 ou d'un amphi, écrivons une lettre. La concentration bureaucratique des organisations politiques et syndicales progressistes nous a détachés des masses. J'entends d'ici les voix d'une direction nationale ou d'une autre qui diraient que les teufeurs sont des petits bourgeois anarchisants et que rien à voir avec les masses. Je crois pouvoir témoigner que c'est faux et que non seulement c'est faux, mais c'est là ignorer les évolutions des classes laborieuses et de leur diversité. Les teufeurs, autant que les tuneurs dont nous parlions au début, sont issus pour l'immense majorité d'entre eux, en particulier chez les organisateurs des classes laborieuses. De fait, ignorer leurs revendications, c'est se couper d'une partie de notre classe. Même si quantitativement les teufeurs ne sont pas très nombreuses et nombreux, force est de constater qu'ils et elles sont organisés et ont des revendications qu'il est de notre devoir d'intégrer. Déjà parce que ces revendications sont tout à fait compatibles avec les revendications de nombre d'autres groupes sociaux, mais en plus et surtout parce que c'est l'addition des forces qui permet une victoire durable contre la bourgeoisie. Nous l'avons vu plus tôt, il faut être capable de montrer à chaque victime de l'arbitraire de l'État bourgeois qu'elle partage une même souffrance avec les autres victimes de l'arbitraire de l'État bourgeois, qu'elle soit le prolétariat racisé des banlieues ou les sculpteurs de voitures du fin fond de la Beauce. Maintenant, au-delà de ce lien que nous devons faire avec les teufeurs parce que nos intérêts convergent, les teufeurs développent des compétences particulières dont nous avons également besoin régulièrement. Il ne s'agit pas ici d'aller débaucher des teufeurs, mais plutôt de participer, d'aider à l'organisation de teuf et de développer ces mêmes compétences. Il y a une demande de politisation de la teuf, demande à laquelle nous devons être capables de répondre sans s'imposer dans ce milieu comme des sachants. Nous avons autant à apprendre des autres que les autres ont à apprendre de nous. Je pense en premier lieu à la question de l'accueil sécurité et de la médiation. Dans nos pratiques militantes habituelles, sur nos événements ou en manifestations, nous avons l'habitude d'organiser un accueil sécurité mais également un contact police. Cependant, ces mobilisations sont la plupart du temps calmes, les embrouilles sont souvent facilement réglables et surtout les risques, particulièrement vis-à-vis de la police, ne sont pas forcément grands. Faire de l'accueil sécurité ou de la médiation en teuf, c'est un niveau de tension plus élevé, comparable à celui de la fête de l'humanité par exemple. Les négociations sont plus rudes et les risques plus grands. Notre attention doit être plus entièrement dédiée à ce qui nous entoure, et de fait, c'est donc un entraînement plus efficace. Mais surtout, il y a la débrouille. Avec 3 ficelles, 4 enceintes et 50 balles, le teufeur te monte non seulement une teuf, mais fait même venir 200 personnes. Les fêtes que nous organisons font venir autant de monde, même parfois plus, mais demandent un travail colossal en amont qui mobilise parfois des dizaines de personnes. De fait, les gens ne se déplacent pas uniquement parce que nous sommes présents, mais parce que nous proposons par exemple une grande diversité d'artistes locaux. Dans le cas de certains sound systems, leur simple présence à une teuf peut faire se déplacer des centaines de personnes sur un rapport de confiance établi dans les teufs précédentes. La seule exception dans les dernières années a été le cas des Soulèvements de la Terre, qui ont réussi à mobiliser près de 40 000 personnes à la 2e manifestation de Sainte-Soline. Non seulement parce que la cause défendue était juste, mais parce qu'ils avaient réussi à construire une FOMO importante. Pour citer une personne qui était présente au village de l'eau l'été suivant, mais pas à Sainte-Soline. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui milite un peu, qui tracte un peu, qui met quelques posts sur les réseaux, et quelqu'un qui, comme nous, je pense, y dédie vraiment une bonne partie de sa vie? C'est quoi le point de bascule?
Je pense que les soulèvements de la Terre, dans leur manière de proposer la lutte, peuvent déclencher ce point de bascule chez beaucoup de personnes. À Angoulême, on a eu ça après Sainte-Soline II l'an dernier. Il y avait un tag dans la ville qui disait « Sainte-Soline m'a radicalisé ». Le lendemain, autour de Stag, on pouvait lire « Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi ». C'était comme dire « J'étais là ». Et si t'étais pas là, t'avais raté quelque chose. C'était traumatisant. Il s'est passé des choses horribles. Et pourtant, on avait envie d'y retourner, mieux préparé, de faire partie de ça. Même si l'époque des soulèvements est vraisemblablement révolue, que les mobilisations de La Rochelle et Migné-Auxances ajoutées au traumatisme de Sainte-Soline II nous montrent que les soulèvements ne seront pas à la tête de l'insurrection qui vient, nous avons beaucoup à apprendre de leur capacité de mobilisation, parce que malgré le traumatisme, les gens voulaient retourner au front. On peut éliminer cet argumentaire sur la base du besoin d'adrénaline d'une jeunesse estudiantine et déjà militante. Mais je pense que c'est là rater la question essentielle, comment mobiliser autrement ? Comment renouveler en permanence nos pratiques militantes pour être capable de renforcer les organisations progressistes en touchant toujours de nouvelles personnes d'une part et en évitant la fatigue militante liée à la répétition des mêmes gestes plus ou moins inefficaces d'autre part. Parce qu'ils avaient réussi à créer, en apparence, de la nouveauté dans la méthode, les soulèvements ont évité pendant 3 ans la répétition et la fatigue. Ils ont amené des manières de lutter qu'on avait oubliées en réveillant la tendance à l'action directe des anarchistes mais en l'intégrant dans un logiciel de masse où chacun peut être mis en action quelles que soient ses limites personnelles. Les soulèvements marquent une rupture avec le monde politique qui les précède, parce qu'en plus de ce renouvellement, il y a un discours qui va de victoire en victoire, qu'importe qu'on ait vraiment gagné. Ils ont su, à plus petite échelle, mais à la manière des bolcheviks en leur temps, agiter en continu leur base sociale en vue d'une révolte. De fait, la base sociale est minuscule comparée à celle des bolcheviks de 1917, mais ils ont réussi à la radicaliser et à faire corps avec elle. La preuve la plus flagrante nous vient des autonomes qui taguaient « À la première directive, je me barre » dans les chiottes du village de l'eau. À La Rochelle, quand les directives sont arrivées, ils les ont suivies, parce que dans la pratique de l'instant, ils ont été obligés de reconnaître que les décisions tactiques des soulèvements étaient plus pertinentes et efficaces que les leurs. Parce que la question principale que nous devons nous poser est toujours celle de la stratégie pour gagner, c'est-à-dire pour abattre l'État bourgeois et installer le pouvoir des classes laborieuses, quelle que soit la forme de ce pouvoir. De fait, il nous faut nous investir entre autres auprès des sound systems si nous en avons la possibilité pour intégrer de la politique au discours des teufeurs qui est déjà un discours de rébellion, qui se veut déjà comme une contre-société détachée des intérêts des capitalistes. A l'inverse, il faut que la conscience politique des sound systems avec lesquels j'ai pu travailler se diffuse parmi tous les sounds et que les messages politiques en teuf se multiplient. Se balader avec un t-shirt antifasciste c'est bien, ramener les 1500 teufeurs que t'as sous la main à une manifestation pour empêcher la construction d'un CRA, c'est mieux. Le teufeur, même l'anarchiste ou celui qui vote RN, parce qu'il y en a, est par sa pratique festive prêt à entendre un discours contre l'État bourgeois. Il ne manque qu'à lui apporter ce discours et à le faire dépasser un stade infantile de consommation de la teuf et à la transformer en militant de la teuf. La teuf est un front comme un autre, un outil comme un autre. C'est une porte ouverte qui n'attend que plus de monde pour renforcer une forme de contestation qui ne nous attend pas et qui pourrait avoir besoin de nous, militantes et militants, parce que nous aussi proposons des méthodes particulières, des analyses particulières. L'inverse est plus vrai encore. Nous avons besoin des teufeurs comme de toutes celles et tous ceux qui militent autrement pour sortir de nos routines de réunions, collages et tractages. La teuf, c'est politique. Un truc dont on n'a pas parlé et dont on ne parlera pas ici, c'est l'histoire de la teuf. Pour ça, je vous recommande la vidéo de Positive Energy qui fait une bonne synthèse de l'histoire des sound systems. Le lien est en description. J'ai pas non plus beaucoup parlé de la musique qu'on écoute en teuf. C'est qu'au fond, le type de musique, c'est pas vraiment le sujet. C'est pas la musique qui fait la teuf, c'est les teufeurs et les teufeuses. Ce qu'ils appellent leur valeur, ça a pas été transmis par la musique, mais par le travail de 3 générations de punk qui ont changé de genre musical sans changer de fond politique. Nous y reviendrons plus longuement dans une seconde partie parce qu'il y a encore des choses à dire. Mais ici, on va pas chercher à faire de la propagande de masse comme le fait très bien le Canard réfractaire ou de la vulgarisation à la manière des camarades de Pensée Rouge. Ici, je vais essayer de développer sur le temps long des arguments et méthodes qui visent au renouvellement des pratiques militantes. L'objectif de QLD, c'est essayer de montrer que militer, c'est du travail, mais un travail qui sait être épanouissant autant intellectuellement que personnellement. Du travail qui peut mener à des améliorations immédiates de la vie, comme des perspectives révolutionnaires sur le temps long, et surtout que ces deux choses ne sont pas incompatibles. Si vous n'êtes pas militantes et militants, militez. Rejoignez vos organisations de classe, partis et syndicats.
Arrivez-y avec toute votre bonne volonté et candeur, proposez des choses nouvelles, des méthodes qui changent, des modalités d'action qui vous font kiffer. C'est dans ces organisations qu'une sagesse centenaire dort, conduite à l'immobilité par le manque de renouvellement, et pourtant, l'intelligence politique qu'on y trouve, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Si vous êtes des militantes et militants, rappelez-vous que lorsque nos organisations étaient puissantes, elles se renouvelaient sans cesse. Elles tournaient des films, organisaient des bals et des actions clandestines. Elles ouvraient des clubs de sport et les associations d'éducation populaire qu'elles ont créées sont encore là aujourd'hui. En bref, elles tentaient, elles échouaient, recommençaient en mieux et ne misaient pas tout sur des élections dont on sait que les dés sont pipés. Refusons l'immobilisme de nos habitudes, refusons le repli identitaire et le sectarisme des méthodes. Renouvelons-nous sans cesse, improvisons, prenons des risques. Sans renouvellement, le parti est condamné à mourir et aucune organisation gazeuse, aucun soulèvement n'est capable d'organiser les classes laborieuses comme un parti sincère. Je me doute que nombre de personnes qui tomberont sur cette vidéo auront des désaccords de fond. Les discuter sera un des objectifs de la seconde partie et je vous invite donc à écrire vos meilleures critiques argumentées en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci aux camarades qui ont donné de leur temps pour me faire vivre la teuf de l'intérieur. Merci à tous les sound systems, petits et grands, qui s'épuisent à faire vivre cette contre-culture si précieuse. Merci aux camarades qui ont relu et m'ont fait gagner en clarté. Merci à celles et ceux qui ont prêté leur voix aux citations, Marianne, Théodore et Paul de Pensée Rouge. Merci aux camarades qui m'a filé ces accès Kern. Enfin, merci aux communistes sincères, où qu'elles et ils soient, qui cherchent chaque jour à faire vivre notre cause sans rester coincés dans des méthodes et une rhétorique esthétisante mais dépourvue de fond politique. QLD en teuf, c'est fini, on y retourne bientôt. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description, mettez la cloche et un pouce bleu. C'est pour ça qu'il y a cette phrase qui revient tout le temps, comme je disais, seul bon système, c'est le sound system. En fait, à plein de points clés de l'histoire, les sound systems ont été plus ou moins là. La musique nous a toujours accompagnés dans plein de combats, etc. Et elle continuera de le faire. La musique, comme d'autres arts, on parle de la musique, mais après on pourrait parler du théâtre, du cinéma. C'est aussi pour ça que les gens se lèvent le matin et se disent putain, en fait, il y a pas que le boulot, quoi. Je peux faire des trucs cool et je peux peut-être vivre à un moment donné ma passion, quoi. Et ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Et ben ouais, c'est pas mal, je pense.